Ce n'est pas un plaisir d'être arabe aujourd'hui. Sentiment de persécution pour certains, haine de soi pour d'autres, une anxiété profonde domine le monde arabe. Cette note est de la plume de Samir Kassir, journaliste libanais, assassiné en 2005 pour sa liberté de parole, qui déplaisait, semble-t-il, au service syrien d'alors. Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Pourquoi donc cette civilisation millénaire et qui a illuminé de ses splendeurs une partie de l'Europe s'est-elle comme momifiée au fil du temps, baladée entre des puissances coloniales sans scrupules et des idéologies utopistes qui ne faisaient que détourner l'attention des peuples opprimés par leurs propres dirigeants? Certes, les révolutions arabes sont passées par là depuis, mais augurent-elles d'un nouvel âge d'or arabe? C'est la question que nous allons poser entre autres à Eugene Rogan. Bonjour, vous êtes l'auteur donc d'un ouvrage dont la traduction française vient de paraître sous le titre « Histoire des Arabes de 1500 à nos jours ». Alors, la première question que je voudrais vous poser concerne ce qu'on appelle en arabe la narta. Cette époque où les Arabes pouvaient, notamment au XIXe siècle, pouvaient se projeter dans l'avenir avec optimisme. Et vous dites dans votre livre, manifestement là, ce temps est révolu, ce temps est terminé. Pourquoi? C'est révolu parce que tous les espoirs que les gens investis dans le changement de gouvernement qui venait avec les dernières vagues de révolution des années 50 et 60 ont abouti à des systèmes de politique et des gouvernances qui étaient complètement autocrates et qui excluent la participation du peuple. Et il y a eu une espèce de contrat social qui a lié cette autocratie à la peuple. Laissez à nous la politique et on va provisoire le tout. Santé, éducation, logement, travail, le tout. Ce qui n'a pas été forcément le cas d'ailleurs. C'est un surtout contrat à la fin, moitié rempli. À la fin du XXe siècle, ouais. Il est devenu de plus en plus évident que ces systèmes autocratiques ne remplissaient pas leur côté du contrat social. Le contrat était rompu. Et à partir de là, le fait que ces régimes autocrates étaient en train de se reproduire en passant de père à fils le bâton, a produit un effet à travers la région, non pas d'un besoin, mais une nécessité de basculer ces régimes et les remplacer avec des gouverneurs qui seraient plutôt responsables aux citoyens. Si on regarde sur une échelle plus longue dans le temps, comment passe-t-on d'une culture aussi vivante, aussi vivace, à une culture de la martyrologie et de la victimisation chez les Arabes? D'abord, je distingue entre la vie culturelle des Arabes, où je trouve que ça a toujours resté très vivace, au niveau des écrivains, des peintres, des poètes et des cinéastes. Alors, il y a une partie du monde arabe qui, à travers tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours, a resté très vivace, mais la côté politique qui est devenue vraiment sclérotique, qui a été ossifiée par la répression des gouverneurs qui pouvaient plus répondre aux besoins de leur société, alors ils tournaient plutôt vers la répression. Et c'est pour ça que je pense que tous les Arabes qui cherchaient un moyen d'influencer la politique étaient obligés de tourner vers des moyens aussi malsains que le terrorisme et le djihadisme. Il y a une liaison à faire là. Il y a une liaison à faire, mais avant cela, est-ce que l'utopie de la nation arabe a servi à quelque chose? Car c'est une utopie. Des utopies servent à monter les espérances des gens. Et si nous parlons de nouveau au niveau culturel arabe, je crois que l'utopie a une réalité. Le fait que les gens au monde arabe s'intéressent dans les peintres d'autres parties de leur monde culturel commun montre qu'il y a quand même un projet arabe commun qui est important. Mais au niveau politique, ces rêves étaient très malsains. C'était même pas irréalisable. C'était faux, c'était mal. L'État-nation est devenu la réalité. Et l'effort de rétablir une espèce de grand empire arabe, comme ils ont connu au Moyen-Âge, n'était plus réalisable. La déduction que vous faisiez tout à l'heure avec le terrorisme, c'est-à-dire l'impossibilité d'agir au niveau politique, est-ce que les révolutions arabes récentes ont changé quelque chose? Je veux dire par là que, jusqu'à présent, les Arabes avaient le sentiment de ne jamais pouvoir se débarrasser eux-mêmes d'un dictateur.
Or là, ils l'ont fait. Est-ce que vous croyez que ça a changé quelque chose de fondamental? Sans doute. Je crois que ça a donné le pouvoir à la peuple, de nouveau. Et quand nous pensons à l'époque des djihadistes, le kamikaze, c'est pas attirant comme modèle. Et c'est très excluant. Par contre, le manifestant, l'insurgé, peut inclure les hommes, les femmes, les enfants, les vieux. C'est-à-dire, ça implique toute la société dans la lutte commune de basculer le dictateur et le remplacer avec un État de ses citoyens. Et je crois que l'autre chose qui est perdue... Alors, on voit le retour de puissance dans les mains des Arabes, du peuple arabe, et en même temps, ils ont perdu leur peur. Et je crois que la répression qu'exerçaient les autocraties contre leur propre peuple, maintenant, c'est beaucoup plus difficile à rétablir. Y compris par des régimes islamistes, parce que vous dites finalement... Quand vous avez écrit votre livre, au début, vous dites s'il y avait des élections libres, les islamistes l'emporteraient. Et finalement, la suite vous a donné raison. Est-ce que là, il n'y a pas la naissance d'une nouvelle autocratie? Et il y a toujours cet risque. Mais personne n'est plus conscient de cet risque que les Égyptiens ou les Tunisiens qui font lutte continuelle pour protéger leurs droits, qui n'acceptent pas les détails des constitutions, qui ne conviennent pas les droits de l'homme et tout ça, et qui continuent à manifester. L'idée qu'on peut continuer à rejeter ce que la puissance nous propose ou présente comme fait accompli peut dire que ça continue à évoluer. C'est évident que les Égyptiens surtout sont déçus par les résultats de leur révolution. Mais l'œuvre n'est pas achevée. L'œuvre n'est pas achevée. Pourtant, alors, vous parlez de la guerre froide à un moment, ce qui est très intéressant, où vous dites chaque État arabe a cru pouvoir jouer les États-Unis contre l'URSS pour en tirer des avantages. Et en fait, à chaque fois, ils ont été cruellement déçus. C'est-à-dire que peut-être il y avait des avantages militaires à un moment, mais à aucun moment on ne les a pris au sérieux. Pourquoi ? C'est pas qu'ils n'ont pas pris au sérieux, c'est que les intérêts des superpuissances dominaient toute décision politique que prenait l'Union soviétique d'un côté et les Américains de l'autre. L'idée que les clients vont dominer la politique avec le patron, c'est pas logique. Et je crois que les Arabes, de ce côté-là, ou les politiciens arabes, étaient un peu fantaisistes en croyant... Pourtant, avec le pétrole, il y avait une véritable arme. Donc ils ne s'en servaient qu'une fois. Et les résultats étaient efficaces, c'est vrai. En 1973, l'arme pétrolière s'est montrée comme une puissance pour faire changer la politique occidentale. Mais à la fin, ça n'a pas libéré la Palestine. Israël a continué à développer en alliance avec les États-Unis et les pays arabes se sont trouvés toujours dans la même situation. Alors justement, vous parlez de la Palestine. Comment la cause palestinienne a-t-elle joué, ou bien a-t-elle joué un rôle moteur dans le développement des pays arabes? Parce que souvent, on a le sentiment que cette cause palestinienne a été instrumentalisée par les autocrates pour faire divergence des problèmes locaux. En quoi cette cause palestinienne est-elle importante dans l'histoire des Arabes ? Énorme. Je crois que la cause palestinienne a toujours été la question arabe irrésolue qui, en parlant de l'échec de l'utopie de la nationalisme arabe, a toujours été à la base. C'est-à-dire au moment où les pays arabes ont pris leur indépendance des pays coloniaux, après la Deuxième Guerre mondiale, ils se trouvaient face à un nouveau défi, l'établissement d'Israël en plein milieu et la perte de Palestine. Et ils ont toujours parlé d'une action commune, unifiée, pour libérer la Palestine. Et tout effort aboutit en échec. Et je crois que ça a dominé la politique arabe et la légitimité des pays arabes, et comme historien, a rendu le champ de l'histoire un véritable champ de mine. Et vous dites qu'au fond, il y a une victimisation, une auto-victimisation qui est terrible dans le monde arabe. Est-ce qu'elle vient de cet échec vis-à-vis de la cause palestinienne? Il faut dire qu'en parlant des Palestiniens, ce ne sont pas des auto-victimes, ce sont des victimes. Non, je ne parlais pas des Palestiniens, bien sûr. Et pour les autres Arabes, c'est pas qu'ils se sont
victimes des actions des autres, c'est qu'ils sont impuissants à changer leur réalité quotidienne. Ils étaient face à des défis de très larges proportions et ils n'avaient pas les moyens de les changer, face aux puissances beaucoup plus grandes qu'eux. Et c'est toujours le cas? Je crois qu'on a vu en 2011 un changement où les pays de l'Occident, étonnés par des changements si importants à travers toute une région importante géostratégiquement, et n'avaient pas de réponse à autant de changements. Et ils se sont montrés inutiles. Et je crois que les Arabes ont bien aperçu ça, que le tout-puissant Occident était impuissant face au changement que donnaient les Arabes à leur propre partie du monde. Ça a changé les choses. Et que donc ça donne une nouvelle ouverture. Merci. Tout à fait. Merci Eugene Rogan d'avoir été avec nous. Merci infiniment de nous avoir suivis. Vous êtes sur France 24 et l'information est en continu en permanence. Merci de votre attention.